Vous avez été également professeur titulaire, je suis professeur titulaire. Professeur titulaire depuis quelques années. Vous avez été également directeur général de l'Office des publications universitaires au PU. Oui. Et puis plusieurs ouvrages vous avez édités, mais il y a un ouvrage très intéressant, Culturo-Hassienne, Boussaada, essai d'histoire sociale, préface qui a été faite par un professeur de l'université de Sao Paulo au Publicide. Et aujourd'hui, on a envie que vous nous parlez. Pourquoi vous vous êtes intéressé à cette région-là, monsieur Youssef Nassib? Alors c'est très simple. Dans l'ancien système d'enseignement supérieur, la licence de sociologie était composée de 4 certificats. Le 4e s'appelait Sociologie et ethnographie de l'Afrique du Nord. Quand le nouveau régime est intervenu avec la réforme de l'enseignement supérieur en août 70, on a introduit la modulation, le système des modules. Oui. Donc on a substitué la modulation progressivement à l'ancien régime. Mais le 4e certificat dont je viens de parler comportait une épreuve sur le terrain, une étude sur le terrain avec les étudiants. Donc on défrichait les sujets des étudiants à la faculté, on constituait une bibliographie, on mettait au point la méthodologie, et puis on partait sur le terrain avec les étudiants pour faire une enquête pratique de terrain. Alors une année on l'a fait sur Tlemcen, une autre année sur le Chenois, une autre année en Kabylie, une autre année à Tamarrasset, et puis une année, il s'agit je pense de 1972, nous avons fait l'étude pratique sur le terrain à Boussaada. Oui. Et c'est là que je me suis aperçu, en dépouillant la littérature écrite là-dessus, toute la bibliographie, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas d'études académiques, c'est-à-dire une recherche, une véritable recherche sur Boussaada. Il y avait des chroniques, il y avait des articles de journalistes, il y avait des touristes, des écrivains français, etc., etc., mais il n'y avait pas un travail systématique. Et c'est là que j'ai décidé de faire une thèse d'État sur Boussaada. Voilà, c'est un livre qui se veut une réflexion et vous expliquez plein de choses très intéressantes qui est paru dans la collection Espace Méditerranéenne. Mais monsieur Youssef Nassib, je veux dire la première des choses qui vous a frappé en vous installant comme ça avec les étudiants à Boussaada, qu'est-ce qui vous a le plus marqué sur ce site? Alors, la première question que je me suis posée, qui était un peu le cœur de ma problématique, c'était comment une humanité donnée, un groupe humain donné, a pu s'installer dans une région aride ou semi-aride comme Boussaada et fonder une oasis. Alors évidemment, la première explication qui vient, c'est la rivière. Parce qu'on dit que l'eau c'est l'âme du désert. Là où il y a de l'eau, il y a de la vie. Il y a de la vie, tout à fait. C'est pas seulement propre au désert d'ailleurs. Mais comment est-ce qu'un groupe humain a pu fonder une agglomération qui deviendra plus tard une ville de 150 000 habitants? Comment a-t-il pu fonder cette ville? Je me suis posé la question et j'ai pu y répondre en conjuguant 3 disciplines. Il fallait évidemment recourir à la pluridisciplinarité pour pouvoir avoir des éclairages différents sur un objet d'étude unique. Donc, en recourant à l'anthropologie culturelle et sociale, en recourant à l'histoire et à l'étude littéraire, ces 3 disciplines conjuguées ont fait que j'ai pu comprendre comment finalement cette ville a pu émerger. D'accord, et donc des éléments que vous avez exposés dans votre livre. Mais si on pouvait peut-être répondre, monsieur Youssef Nassib, alors je rappelle que vous êtes professeur titulaire à l'université d'Alger et que vous avez publié un livre qui a pour titre Culturo-Hassienne. Est-ce qu'on pourrait, quand vous dites qu'on trouve dans les environs de Boussaada, dans votre livre, une ère de vie néolithique? Oui, alors du reste, le CNRTH, le Centre National de Recherche Préhistorique, Anthropologique et Historique, va ouvrir une antenne à Boussaada et les historiens et les préhistoriens et les anthropologues du centre vont pouvoir, grâce à cette antenne, prospecter, fouiller, étudier toute cette région. Alors effectivement, non seulement Boussaada se présente comme la limite méridionale du Limès. Le Limès était la frontière, la ligne qui séparait l'Empire romain de ce qui n'était pas couvert par l'Empire. Et cette limite au sud, dans l'Afrique du Nord, elle passait à peu près par Boussaada. Il y a même une voie romaine, un vestige de voie romaine. Il y a M. Abdahmed Khalifa qui est là, avec notre invité. Monsieur Youssef Nassib, nous avons avec nous M. Abdahmed Khalifa et Mme Borkan Farhati. Bonjour Youssef. Eh bien, Farhati, elle est même de... Bonjour, monsieur Nassib. C'est une fille qui est née à Boussaada. Elle ne connaît pas seulement Boussaada, elle y est née. Tout à fait, tout à fait. Youssef. Bonjour Youssef. Bonjour, comment ça va? Très bien, merci.
Non, moi je voulais simplement te dire que effectivement, Bou Saada donc elle est un peu au nord du Limès, puisque le Limès il passe par donc Gemelli, Castellum di Midi, c'est-à-dire Msaad, et évidemment il laisse un peu au nord le Chott el-Hodna, hein. Oui. Et quand tu dis Limès, c'est vrai que c'est une région qui n'est pas contrôlée et que le Limès était mouvant au 3e, 4e, 5e siècle et même au-delà. Moi, je voudrais quand même rajouter quelque chose par rapport à la mémoire collective, plutôt les noms des lieux indiquent beaucoup de choses. Par exemple, Medjedel, qui est une fondation romaine. Medjedel, c'est un fort romain qui se trouve à quelques kilomètres de Bou Saada et qui indique bien la limite de ce lim. Et donc voilà, donc il y a une présence romaine et à cela il faudrait rajouter peut-être le travail de Melika Hachid sur l'Atlas saharien et donc avec tout ce qu'elle a repéré comme présence humaine bien avant sa fondation musulmane. Donc les travaux, je pense qu'ils n'en manquent pas. Les travaux qui ont été faits au niveau de la région, je pense qu'il y en a quand même pas mal. Et le travail de M. Youssef Nessim est une référence. Et il donne une image, en fait, de la ville à un moment donné. La publication de l'ouvrage a été faite en 84. Et donc, cette image, elle date des années 70. Et c'est une année un peu charnière, c'est une année assez importante pour la ville. Que les choses changeaient un petit peu dans cette ville-là. On commençait vraiment la mutation, etc. Et donc Youssef Nessim, quand il parle de le travail du croisement des plusieurs disciplines, de l'anthropologie, de l'histoire et de la préhistoire en même temps, et de l'ethnologie en même temps, puisqu'il en a parlé aussi de l'histoire de l'artisanat et du développement. Bien sûr, de la vannerie, on retrouve plusieurs chapitres dans son ouvrage. C'est assez intéressant. Son ouvrage reste une référence qui m'a permis à moi et à certaines autres personnes de faire des travaux sur la ville de Bou Saada, qui ne sont pas nombreux, et j'espère que ça va faire. Qu'il y aurait d'autres ouvrages. Monsieur continuez, merci. Oui. Ce que disait Barka Al-Hati sur la présence romaine est attesté par au moins deux types de vestiges. On a des blocs lithiques qui ont été retrouvés dans la zone, dans l'aire culturelle de Bou Saada, qui portent des inscriptions latines. Et on a retrouvé des pièces de monnaie qui datent pour certains du 4e siècle, du 3e siècle, et qui attestent de la présence romaine. C'est-à-dire que non seulement il y a eu des légionnaires, des soldats, mais il est probable que dans leur sillage, il a pu y avoir des marchands aussi qui sont déplacés. Mais alors dites-nous, monsieur, cette recherche qui vous a peut-être permis, et vous pourrez nous répondre à cette question, comment s'est formé Bou Saada? Alors, mon hypothèse, bon, je pense qu'elle se vérifie, c'est que le fond de peuplement de Bou Saada est constitué de descendants de deux grands marabouts qui ont été à l'origine de la fondation de la ville. Du reste, le bâti le plus ancien de la ville, c'est une mosquée, qui s'appelle Jam' al-Khla, que Barka connaît très bien. On l'a visité d'ailleurs à l'occasion de ce colloque de Bou Saada il y a quelques jours. Alors, autour de cette mosquée a été fondée la première cité, on dirait la première petite agglomération. Puis cette agglomération qui constitue le cœur de la Médina s'est étendue. Alors le cœur de la Médina autour de la mosquée, ça pouvait être à l'origine un hectare, pas plus que cela. Puis elle s'est étendue au fil des siècles, depuis le XVIe siècle, qui a été le point de départ de l'Oasis, elle s'est étendue jusqu'à former 71 hectares de Médina, les juives comprises. Il y avait une population juive importante. Oui, à partir du XVIIe siècle, parce que les juifs qui ont refusé d'Andalousie, les juifs qui étaient dans certaines villes d'Assyrie, Constantine, Jelf, etc., beaucoup d'entre eux sont venus sur Bou Saada. Parce qu'ils ont trouvé là une ville ouverte, avec une population qui les a accueillis, avec laquelle il y avait une certaine osmose, parce qu'ils ont travaillé ensemble, dans la tolérance. Ils ont été accueillis avec l'acceptation de l'autre.
Pardon? Et l'acceptation de l'autre. Oui, oui, tout à fait. Madame Barkam, Monsieur Youssef Nassib, Madame Barkam veut intervenir. À propos justement de la création et de la fondation, moi je dirais que ça a été encore beaucoup plus loin, parce que les populations, quand elles sont arrivées, quand il y a eu cette fondation dont on a un mythe, pourquoi on a appelé la ville Bousaada, Saada, etc. Le mythe fondateur. Alors, est-ce que c'était ça, son site géographique qui avait attiré les gens? Non, pas forcément attiré. Donc en fait c'est un point de départ d'un repos d'un saint, ce qu'on appelle un saint voyageur qui venait peut-être d'Andalousie ou qui venait. Ça c'est les mythes fondateurs de toutes les villes. En fait, il semblerait d'après le mythe fondateur que Saada, que Bou Saada venait de cette histoire de ce fondateur là qui s'est installé, qui s'est arrêté à Bou Saada et qui avait perdu sa chienne, et en la perdant, il a appelé Saada, il leur a dit bon, à ce moment-là je vais m'installer, on s'arrête ici et ça sera Bou Saada. Ça c'est les mythes fondateurs des villes. Mais en fait c'est la part des choses entre la légende et l'histoire. Mais mais la légende est aussi elle est plus riche, mais elle est aussi indicatrice de quelque chose. S'appuyer sur l'histoire qui est plus. Mais Monsieur Youssef Nassib, on peut prendre un peu de légende et un peu d'histoire et ça ferait le mythe. Oui. Moi je pense que la légende est une source pour les historiens et les anthropologues. Mais je veux dire que sur les saints venus de Saga al-Hamra, du sud marocain ou du nord du Rio Douro, dans cette vallée de l'Ouadra, cette pépinière de saints qui a fait partir sur l'ensemble du centre des saints Wali au XVIe siècle. Là-dessus, nous avons des études très nombreuses. Jacques qui a consacré des dizaines et des dizaines de pages. Bon, on sait à quelle date ils sont partis vers le centre de l'Algérie et ils sont répandus sur le Maroc. Alors, ils font partie de cette catégorie de clercs, parce que ce sont des gens qui avaient de la science de l'époque. C'était des gens qui en même temps étaient mus par le désir d'amener la concorde entre les tribus, de faire du bien, etc. Alors, ceux-là, ils sont venus au XVIe siècle. Mais en tout état de cause, Ibn Khaldoun, qui reste l'historien de référence au Moyen-Âge, lui, au XIVe siècle, n'a jamais cité une seule fois Bousaada. Ni dans l'histoire des Berbères, ni dans le Muqaddima, ni dans les écrits secondaires, on retrouve le nom de Bousaada. Monsieur Abdel, vous voulez peut-être rectifier? Moi, je voulais simplement dire que, avec le regard de l'archéologue